Salut à tous et bienvenue sur mes lectures. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler du livre de Jean-Pierre Alem, La déclaration de Balfour aux sources de l'État d'Israël. Donc oui évidemment c'est d'actualité, je vais pas me le cacher. Donc voilà, je fais pas ça, je tiens à le dire au départ, je fais pas ça pour jeter de l'huile sur le feu, tout simplement parce que ce que je vais raconter, donc qui est extrait du livre de Jean-Pierre Alem, apportera plutôt de la connaissance, voire du savoir à mes auditeurs. Et donc, j'ai fait un PDF, une synthèse de ce que j'ai compris, de ce que j'ai aussi cherché sur Internet à côté. Et j'en ai fait, dans la construction du PDF, j'ai fait une définition, puis après j'ai repris ce qu'il y avait dans le livre de Jean-Pierre Alem, et je l'ai, à certains moments, réécrit avec ma plume. Donc, voilà comment ça se présente. La définition explique que le sionisme a deux sources. La première est permanente, issue des profondeurs mystiques du judaïsme. La deuxième est novatrice et agissante, née des bouleversements survenus en Europe au XIXe siècle. Le sionisme mystique, j'explique, enfin du coup je reprends cette définition, la nostalgie de Sion, colline de Jérusalem, habitait l'âme juive depuis la destruction du temple et la première dispersion. Bien que les juifs, dans leur immense majorité, n'aient pas de lien racial avec leurs coreligionnaires qui habitèrent la Palestine antique, leur religion et leur tradition plongent des racines si profondes dans la terre d'Israël qu'ils y sont associés par un phénomène unique dans l'histoire. Le fondement même du judaïsme est une indissoluble trilogie, Dieu, peuple et terre. Avant la destruction du temple, les prêtres de l'époque avaient profondément ancré la loi et la mémoire de Sion dans la vie religieuse et les institutions que la Palestine demeura une réalité vivante dans les consciences juives, mémoire du passé. Frappé de constater le déséquilibre entre des aspirations aussi profondes et les tentatives dérisoires qu'elles suscitèrent, des rabbins en très petit nombre tentèrent de ramener des coreligionnaires en Terre Sainte. Mais leurs entreprises furent paralysées par l'enchevêtrement des exigences et des interdits religieux. Il y eut des sympathisants, Daher, Bonaparte, Henri Dunant, créateur de la Croix-Rouge, Lord Palmerston, Laurence Oliphant. Leur idéalisme généreux ne s'étendant pas plus haut qu'à des formes de velléité. Première tentative, donc, au XVe siècle pourtant, une petite communauté juive avait réapparu en Palestine à la suite de deux événements. L'expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique et l'occupation de la Terre sainte par les Ottomans, 1299-1923, dont les sultans protégeaient les minorités juives. Savants et rabbins affluèrent en Palestine, où ils firent revivre les communautés de Jérusalem, de Tibériade et surtout de Safed, où de grands penseurs approfondirent le message de la Kabbale qui, de la Galilée, rayonna dans toute la diaspora et dans l'Occident chrétien. Mais lorsque s'éteignit la flamme kabbaliste, plus rien ne subsista de ce brillant rassemblement. L'une des causes de la fragilité de l'implantation en Palestine était qu'une partie des Juifs considérait que se livrer en Terre Sainte était vu comme profanatoire et que seule l'étude de la Torah était estimée. L'attitude susmentionnée explique pourquoi même en envoyant des émissaires collecter des subsides, cela n'a pas perduré. Elle avait été initiée par Joseph Nassi, un juif émigré d'Espagne, qui avait été comblé de bienfaits par le sultan, lui accordant la concession de Tibériade. Tibériade qui est une ville située au nord d'Israël et qui est la capitale de la Galilée. Joseph Nassi, après maints efforts pour tenter de recréer une cité sainte par la voie des métiers manuels, notamment par du métier de tissage, vut, après sa mort, voir tous ses efforts s'effondrer. Son peuple n'était pas mûr pour cela, selon lui. 3 siècles plus tard, sœur Moses Montefiore eut dans la même lignée que Joseph Nassi l'intention en Palestine de recréer une paysannerie juive, notamment par la création d'une orangerie à Jaffa, d'où les fameux jus d'orange avec la marque Jaffa. Enfin, je suis Baudor. En 1870, une autre tentative a voulu voir le jour. L'Alliance israélite universelle lança une école d'agriculture qui ne fonctionna pas à Jaffa, l'école Mikveh Israël.
Cette dernière n'a mobilisé que 25 000 juifs vivant au milieu de 600 000 arabes, au moment où la grande aventure sioniste, politique, allait commencer en 1880. Le sionisme national, naissant en 1880, suite au pogrom, dévasté et démolir violemment, qui décima les communautés juives, 4 hommes allaient être à l'avant-garde de ce mouvement qui allait conclure à l'État d'Israël. En commençant par Léo Pinsker, Theodor Herzl, Chaim Weizmann et David Ben-Gurion. Là, petite note que j'ai mis, il est d'ailleurs intéressant de noter que les pogroms en Russie font suite au meurtre du tsar Alexandre II. Bon, ça tout le monde le sait, hein, rien de nouveau sur le soleil, par un groupe russe au nom plus que redondant de nos jours, souvent propulsé par des philanthropes sorosiens. Bon, ça c'est la petit parallèle avec aujourd'hui. Et du coup, cette secte s'appelait Liberté du peuple, Narodnaya Volia. Évidemment, quand je dis philanthrope sorosien, et que, évidemment le parallèle que je fais, quand je le fais d'ailleurs, ce que j'aurais dû ajouter, c'est prendre le contexte aussi, hein, parce que... Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le montrer, de le mettre en avant. C'est Léo Pinsker, médecin à Odessa, qui publia en 1882 l'auto-émancipation, le plus puissant manifeste du sionisme. Il fustigea même son peuple. Je cite, « En vérité, quelle lamentable figure que la nôtre. Quelle est notre patrie? Un seul étranger? Sur quoi se fonde notre unité? Sur la dispersion? D'où vient notre solidarité? De l'hostilité générale? Quelle est notre arme? L'humilité? Notre force? La fuite? Et quelle est notre espérance? Le souci du lendemain. » Léo Pinsker continua, je cite, « Jamais le monde ne fera confiance aux Juifs tant qu'il demeurera un mendiant apatride et vagabond, un résidu insoluble. » Ces mots sont quand même assez forts, hein, pour un Juif lui-même. Il dit, je cite, « Les Juifs qui ont un passé et une histoire commune doivent avoir une patrie. » Je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs, hein. Mais après, on verra quelle patrie. C'est par le mot patrie que le sionisme national fut fondé. Pinsker agit. Il fonde une association, celle de OVV Sion, les Amis de Sion, qui bientôt étend des ramifications en Russie et hors Russie dans toute l'Europe occidentale. France, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Germanie, etc. Ces efforts paix des étudiants russes du mouvement Bilou partent pour Jaffa et organisent la première Aliyah, l'ascension ou élévation spirituelle en Terre Sainte pour un juif. Il le durera 20 ans avec près de 30 000 juifs russes, polonais et roumains. Un an plus tard, en 1882, les efforts de Pinsker tomba en désuétude, parce qu'elle était probablement basée sur l'idée de nation juive, qui à cette époque n'existait pas fondamentalement. En 1882. C'est Theodor Herzl, le très connu, qui la fit renaître. Une chose l'horrifiait malgré son assimilation, l'antisémitisme. Né à Budapest dans une famille riche et libérale, il offrait l'image du juif assimilé. Déjà à l'époque, son idée pour supprimer l'antisémitisme aurait provoqué l'horreur des sionistes, qui lui-même les rassemblera des années plus tard. Ce n'était rien de moins que la disparition des juifs par la conversion. Au passage... ouais, bon. J'allais dire un truc, mais c'est pas rapport au contexte aussi. Donc ça vaut rien. Bref, il dit, je cite, « Nous devons baptiser les enfants juifs tandis qu'ils sont incapables de s'en rendre compte. Nous devons nous fondre dans le peuple. » Intéressante cette phrase, « Nous devons nous fondre dans le peuple. » Ça me rappelle les banquiers de cour, hein, qui ont investi à l'époque des Lumières, hein, même après encore, peut-être même un tout petit peu avant, les royautés européennes, pour les mettre à l'amende après. Hein. D'ailleurs, il y a un livre qu'il faudrait que j'achète par rapport à ça, c'est le livre de John Law. Je continue. Donc il considérait même que le retour sur la terre ancestrale était ridicule. C'est l'affaire Dreyfus qui le transforma dans ses opinions et qui contribua pour la énième fois à la création d'un État d'Israël. Herzl s'enferma en 1895, donc 13 ans plus tard, dans sa chambre d'hôtel et dans une exaltation, il écrivit un projet de livre qui allait rentrer dans l'histoire. Il nomme Die Judenstaat, l'État juif. Excusez la prononciation, hein, s'il n'est pas bonne. Il eut la même conclusion que Léo Pinsker.
Intéressant. Plus tard, en 1897, il crée un journal, Die Welt. Il réunit la même année à Bâle le premier congrès sioniste mondial. 200 délégués, venus de Russie, de Bulgarie, d'Allemagne, de Suède, d'Amérique et d'Afrique, y assistèrent. Ils créèrent l'Organisation sioniste mondiale et portèrent Herzl à sa tête. Pour la première fois depuis 2000 ans, une assemblée nationale juive venait de se réunir. Au cinquième congrès, sur la table ronde du congrès israélite, qui établira le principe de rachat systématique du sol en Terre Sainte, possible avec le deuxième congrès qui amène la banque coloniale juive, et qui créa à cet effet le Keren Kiyamet. Keren Kiyamet est un fonds national juif, donc ça c'est moi qui ai noté ça, qui possède et gère des centaines de milliers d'hectares de terre en Israël, fondé en 1901 à Bâle, en tant que fonds central du mouvement sioniste. Donc c'est une définition que j'avais trouvée sur Wikipédia, si mes souvenirs sont bons, qui devait jouer un rôle important dans le façonnage de l'État d'Israël. Il y eut 6 congrès au total. Herzl mourut au 6e et proclama dans une diatribe d'humour noir, je cite, « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais à haute voix, il y aurait un éclat de rire général. Mais dans 50 ans, sûrement, tous l'admettront. » Le 6e congrès donna la possibilité à Herzl de faire part aux délégués de l'offre britannique d'un territoire en Ouganda. Contrairement à son avis, la majorité refusa cette proposition. C'est Herzl qui fit part de cette offre à Joseph Chamberlain, alors secrétaire d'État britannique aux colonies, d'un vaste territoire en Ouganda. Et là, j'ai noté qu'à l'époque, l'idée était de demander une aide à des pays qui avaient la main mise sur certains pays via leur expédition coloniale. Voilà. La proposition étant rejetée, elle fit alors suite à une série de pogroms en Russie, à Kitchinev. Pendant ce temps-là, alors que Herzl avait plaidé en faveur de l'Ouganda pour l'installation de son peuple, il dit, je cite, « La Palestine est le seul pays où notre peuple puisse trouver le repos et des centaines de milliers de juifs crient au secours. » Pendant que, parallèlement, des centaines de milliers de juifs criaient au secours en Russie, au pogrom, dévastés et démolirent violemment. Donc, c'est le parallèle entre les deux. Le retentissement des pogroms suite à la mort du tsar plaça Theodor Herzl dans une situation complexe où il reçut des lettres de menaces. Elle entraîna une scission qui, parmi les sionistes, entre ceux qui avaient approuvé la proposition de Herzl, se regroupèrent à leur retour d'Israël Zangwill, ou Zangwill, je sais pas, un écrivain britannique théoricien du sionisme, pour former la Jewish Territorial Organization. En même temps, les Russes repoussèrent l'asile de nuit de l'Ouganda, et en France, comme une synchronicité des événements parfaite, que l'on retrouve aujourd'hui entre les pays d'Europe et plus largement du monde. Donc là, en fait, je faisais référence surtout aux false flags, ou aux attaques terroristes sous faux drapeau en Europe. Un étudiant tua de 2 balles un Africain avec comme slogan « Mort à Nordo l'Africain ». L'idée est alors de faire passer un message. L'Ouganda doit rester vierge des Juifs d'Europe de l'Est. Donc on peut quand même se demander si ça n'a pas été fomenté, quoi. Bon. On peut se poser la question, au moins. Le chef de la révolte, qui entraîna la démission de Herzl, fut, et là on y arrive, Chaim Weizmann. C'est à partir de là que, en reprenant la scission qui est survenue, que les deux sionismes, l'un religieux et l'autre qui devient éminemment politique, ont du mal à se croiser, tel un paladin armé de son égide qui repousse l'un et l'autre dans des directions plus qu'opposées. Le premier avait pour but de présenter le foyer, la Terre Sainte, comme une retraite pour les vieux jours des Juifs sans être pour autant pour la colonisation de la Palestine. Le deuxième souhaitait aller plus loin, fort des vives marques faites au fer rouge par les événements du passé et par l'alchimie culinaire des différents visages d'hommes qui ont fait son histoire. Il était un courant agressif et prêt à tout. Asher Hirsch Ginsberg, aussi connu sous le nom de Dahad Aham, désolé pour la prononciation, vraiment, là pour le coup je sais pas trop comment prendre ce nom, était un des hommes les plus respectés de la communauté juive. Il accusa Herzl de négliger l'aspect culturel fondamental du judaïsme et critiqua l'action colonisatrice autoritaire d'Edmond de Rothschild. Il critiqua l'action colonisatrice autoritaire d'Edmond de Rothschild et de l'Alliance israélite universelle. Il cite d'ailleurs le sionisme ne peut résoudre complètement le problème juif. Il faut chercher la solution dans la diaspora, où l'égalité des droits sera un jour reconnue. Israël sera notre centre spirituel.
C'est le manifeste d'auto-émancipation de Pinsker qui fit repris plus tard comme étant un des axiomes les plus importants, si ce n'est le plus important, je cite. Les Juifs ne pourront vivre dignes et libres que lorsqu'ils formeront une nation sur un sol qui les appartient, ou qui les appartienne. Là, j'avoue, j'ai un doute. Parmi les sionistes nationalistes, Pinsker et Herzl, mieux valait qu'il y ait un foyer hors de Palestine, plutôt que pas du tout. Hein. Donc là, c'est là la différence entre Pinsker, Herzl et Chaim Weizmann, qui donnera après David Ben Gourion. C'est que Pinsker et Herzl, et notamment Herzl par son histoire personnelle, s'est vu avoir l'occasion d'être, on va dire, de faire passer un message dans la diaspora juive pour les faire s'installer en Ouganda. Ce qui n'était pas le cas de chez Weizmann, qui lui voulait absolument, il ne voulait pas un foyer au sens, comme expliqué plus haut dans ce PDF, pour nos vieux jours, mais une terre, voilà, vraiment, on y retourne et c'est à nous, quoi. Il n'en était rien, il fallait absolument qu'Israël voie le jour en Palestine. Voilà, donc je vais reprendre la phrase. Parmi les sionistes nationalistes, Pinsker et Herzl, mieux valait qu'il y ait un foyer hors de Palestine, plutôt que pas du tout. Et pour Chaim Weizmann, il n'en était rien. Il fallait absolument qu'Israël voie le jour en Palestine. Voilà, donc on peut se dire que le conflit, à la racine, vient d'ici. Alors après, il faut creuser encore, évidemment. C'est lorsque les nationalistes, qui plus tard avaient pour ambition de non pas créer un foyer, mais un État, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un État, que les mystiques ont commencé à s'inquiéter. Leur hostilité chez les plus fanatiques d'entre eux professait que la renaissance d'Israël n'était possible que quand Dieu l'aurait décidé, et au moment où il l'aurait choisi. Certains ont soutenu le mouvement, mais même encore aujourd'hui, à Mea Shearim, encore une fois la prononciation, désolé, dans un ghetto de Jérusalem, la secte extrémiste des Neturei Karta considère l'État d'Israël comme une abomination. Voilà. Assez longue, mais il fallait absolument que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que c'est important, vu de l'actualité, quand même d'essayer de remettre un petit peu de contexte dans ce qui se passe. Voilà. Après, évidemment, comme d'habitude, si vous voulez chercher, creuser le sujet, apporter une contribution dans les commentaires, eh ben, allez-y, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait même extrêmement plaisir, ça me met même en joie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner aussi, c'est important. Surtout à liker, parce que ça fait remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Et voilà. Et petit message aussi, j'ai ouvert une chaîne Odyssée. Et là, bientôt, je vais mettre en place du coup le format un peu plus podcast, on va dire. Donc voilà, donc, sur SoundCloud, je pense que je vais faire ça. Donc je vous enverrai les liens. Voilà, je remettrai les liens dans la vidéo. Dans les prochaines vidéos et même dans la description de la chaîne quand ce sera mis en place. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt sur mes lectures.